Bienvenue dans le podcast Un point c'est tout, l'émission qui permet de comprendre les violences conjugales et qui informe les personnes victimes et leur entourage. Je suis Adrien Boulogne, cofondateur de EU, une entreprise qui crée des contenus de sensibilisation et de formation sur des sujets sociétaux, et ce à destination du monde du travail. Justement, nous avons développé un dispositif d'information sur les violences conjugales, et c'est en parallèle de celui-ci que nous vous proposons ce podcast. Bonjour Mélanie, et merci d'accepter de nous partager votre histoire. Vous avez vécu des violences conjugales. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à vouloir en parler ? J'ai été victime de violences, principalement psychologiques, pendant plusieurs années. J'espère qu'en fait, par mon témoignage, il y a des femmes qui entendront, qui se poseront peut-être la question de savoir si ce qu'elles vivent, c'est un peu la même chose. On a beaucoup l'archétype des violences faites aux femmes comme des violences physiques. Et il n'y a pas que ça. Et en fait, la violence psychologique, elle détruit aussi. Je voudrais aussi, par mon témoignage, sensibiliser les personnes qui entourent des femmes victimes de violences, parce que c'est peut-être quelque chose qui, dans mon histoire, m'a marqué, c'est que les gens, beaucoup, savaient et n'osaient pas venir me voir pour me dire « Est-ce que tu vis quelque chose qui... Enfin, est-ce que tu es victime de violence? Est-ce qu'on peut t'aider ?» Et ils préféraient quelque part, se fermer les yeux et parfois même prendre un peu de distance parce que ça leur était difficile à voir. J'ai aussi, je témoigne à la demande de l'association qui m'a aidée. Et puis d'être là aujourd'hui, c'est aussi leur dire merci de m'avoir aidée dans ce parcours-là. Et leur dire que on se relève quelques années après. Et la vie a changé et est bien plus belle. Merci en tout cas de nous partager votre expérience, parce que ça va déjà donner peut-être de la force à certaines personnes qui sont victimes, et simplement plus d'informations, plus de sensibilisation, comme vous le disiez, à l'entourage. Vous avez été combien de temps en couple avec votre ex-compagnon? Comment se passait votre relation? J'ai été en couple une dizaine d'années. Je pense que la relation, elle s'est basée au début sur un manque de confiance en moi. Je pense qu'il a trouvé quelqu'un qui n'avait pas forcément confiance en soi. Et au début, tout est beau, tout est rose, mais il y avait quand même des petits accès de colère et des excuses qui venaient, et voilà. Et avec le temps, les accès de colère ont fait que s'accentuer assez rapidement au final. Et petit à petit, je suis devenue prisonnière de ça. En fait, c'est quelqu'un qui avait une double personnalité. Il y avait il y avait la personne extérieure, très volubile. Quand il rentrait dans une pièce, il attirait l'attention par l'humour. Il y en avait que... Et à la maison, c'était des crises d'énervement en permanence. Petit à petit, je suis devenue prisonnière. Pas savoir si ce que je vivais, c'était des violences, si c'était un mauvais caractère à la maison. Et la vie a continué, on s'est mariés. En se mariant, quelque part, comme l'étau s'est refermé, c'est devenu de pire en pire. La situation s'est installée progressivement, de ce que je comprends, et vous disiez en introduction que les violences étaient essentiellement psychologiques. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ces violences se sont installées ? Moi, je sais que au tout début, il y a eu une scène, je me remémore. On avait rendez-vous à la place de l'Opéra pour aller au cinéma. Vous voyez. Et on ne s'est pas compris. Il y en a un qui attendait devant le cinéma, l'autre qui attendait. Moi, j'attendais devant l'Opéra. Quand il m'a retrouvée, il est parti, j'étais avec une amie, dans un excès de rage, à m'hurler dessus, à jeter ses affaires, et voilà. Il y avait déjà des crises comme ça, mais elles étaient assez espacées. Et je me souviens que cette copine m'a dit à l'époque, Mélanie, dans 10 ans, tu te feras taper dessus. Et j'ai pas entendu. Et ça a commencé assez rapidement, mais c'était vraiment au début assez espacé. Et la vie faisant, il y a le quotidien, quand il y a les enfants, il y a aussi des problématiques, il y a des problématiques de travail, etc. Il y a du stress dans la vie de tous les jours. Et alors là, c'était tout le temps. Est-ce que vous diriez qu'il a progressivement mis une emprise sur vous ? En fait, au début, on est amoureux. Donc, il y a ces phases où il s'énerve sur vous. Et puis après, il y a les excuses, les pleurs, Moi, il m'envoyait beaucoup de messages en disant mais j'ai vécu une enfance difficile, ma mère est pas aimante, je reproduis ce que j'ai vécu, enfin des choses comme ça. Et quelque part,
J'avais mal au cœur pour lui et j'excusais et je restais. Et donc il y a eu toute une phase où on pardonne et puis on a espoir que ça va revenir et qu'il va se soigner. Il allait énormément. Il avait des phases où il se rendait compte de ce qu'il faisait et il allait se faire suivre chez un psy. Et puis ça durait 2, 3 séances, et puis ça s'arrêtait. Et donc il y a eu cette phase d'espoir. Et puis après, quand on s'est mariés, qu'il y a eu les enfants, je me suis aussi sentie prisonnière de ça. Et il y a un phénomène de honte très fort. Elle se retranscrivait dans le cadre professionnel, mais aussi avec la famille en fait. La famille, oui. Et j'avais honte de parler. Et je lui trouvais toujours des excuses à ses comportements. Je devenais quelque part un peu complice. C'était quelqu'un qui était très menteur aussi, qui s'inventait une vie dans le cadre familial. Et ces mensonges, je les connaissais, je les voyais, et bah, je devenais complice. Lors d'un précédent podcast, on abordait le cycle des violences conjugales. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu, c'est-à-dire des phases de lune de miel qui sont suivies par des phases de tension, de montée, d'explosion de la violence finalement? Oui. Alors en plus, mon ex-mari, c'était quelqu'un qui, quand ça va bien, il vous emmène dans les gros restaurants, il vous offre des fleurs. Enfin, c'est vraiment la vraie phase de lune de miel, quoi. C'est vraiment, c'est démesuré dans un sens comme dans l'autre, si vous voulez. Tout est dans l'excès. Donc il y avait ces phases-là, et il y avait des phases où il était énervé, et je sentais, je ne sais pas comment vous dire, qu'il cherchait ce qui allait le faire exploser, en fait. Je sentais cette tension à la maison, et je savais qu'il allait trouver un truc, mais n'importe lequel, qui avait aucune raison logique pour s'énerver. Vous aviez des stratégies d'évitement? Bah, on essaye d'avoir des stratégies d'évitement, mais c'est des personnes qui, au final, vous pouvez pas anticiper leurs réactions, en fait. Si vous allez à gauche, elles vont vous dire qu'il fallait aller à droite, et si vous allez à droite, elles vont vous dire qu'il fallait aller à gauche. Il y aura toujours une explication. Enfin, ce sera toujours vous la coupable, ce sera toujours vous la mauvaise, ce sera toujours vous la... Enfin, je sais pas si... La merde, ce sera toujours vous. Et, et, euh, et vous essayez l'évitement. Moi, je sais que... Enfin, c'est tout bête, mais quand on dormait dans le lit, si je bougeais, s'il avait la moindre sensation d'air frais, il devenait fou. Donc vous bougez plus. Vous dormez, vous bougez, enfin vous dormez pas, vous bougez plus, vous faites attention à plus bouger. Mais il va quand même potentiellement, s'il est énervé, trouver quelque chose. Vous étiez, j'ai l'impression, dans une situation d'hypervigilance. Constante. Hmm. Constante. En fait, vous êtes tout le temps, vous savez plus comment agir. Et c'est ce qui vous fait perdre la tête, parce que vous n'avez plus aucune liberté d'action. Vous avez plus de liberté de parole, vous savez plus quoi dire, vous savez plus quoi faire. La moindre chose peut partir en étincelle. Et comment est-ce qu'on se rend compte qu'on est dans un cycle de violence conjugale? Est-ce que ça se fait progressivement ou alors de façon beaucoup plus frontale et brutale? Alors, moi j'ai vécu des violences psychologiques. Alors j'ai eu du mal à comprendre que c'était des violences conjugales. J'ai eu énormément de mal. Et en fait, j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Et alors là, il avait en parallèle des difficultés au travail. Et donc, il devenait comme fou. Il était capable de rentrer, de s'énerver et d'hurler du soir au matin, toute la nuit, pour tout. Et en fait, à ce moment-là, ça devenait plus vivable. Vraiment, et j'en étais à un point où je me disais, mais il faut que j'en finisse, parce que c'est la seule issue. De toute façon, quoi que je fasse, il s'en prendra à moi systématiquement. Est-ce que ça veut dire que la violence extrême, voire la mort, devient finalement la seule issue? Il y a vraiment plus oui, il y a plus d'issue. Il y a vraiment, enfin, j'avais cette impression où, quoi que je fasse, de toute façon, il allait me tomber dessus. Et il allait me hurler dessus, il allait me traiter, il allait
en permanence. Et donc c'est devenu insoutenable. Et j'ai pris la fuite. Je suis partie avec ma fille et mon ventre de grossesse chez mes parents. Et, euh, et là, j'ai tout sorti. J'ai sorti que je pouvais plus, ce qui se passait. Et, euh, et de là, en fait, ils sont tombés des nues. Et ça, c'était en 2014. Il n'y avait pas tous ces numéros d'appel. En tout cas, c'était pas connu comme à l'époque. Et c'est ma mère qui a fait la démarche de trouver des associations et de me dire Mélanie, il va falloir que tu ailles voir une association pour en parler. Elle m'a trouvé l'association Elles Imaginent. Et ça a commencé par un mail que j'ai envoyé en disant voilà ce que je vis. J'ai raconté et j'ai dit je sais pas si c'est moi, si je suis folle, si je suis victime de violence, si c'est juste un mauvais caractère, si je dois partir, si je dois rester, si je dois essayer encore de, de l'aider à se calmer. Et j'ai reçu une réponse qui me dit mais ce que vous me décrivez, c'est bien des violences. Et venez nous voir. Et j'y suis allée, accompagnée de ma mère, toujours. Et je me revois devant le perron de l'association où l'étape de franchir ce perron était compliquée et où je me disais, j'ai pas de légitimité à être là parce que j'ai pas les bleus, j'ai pas, j'ai pas tout ça. Avec l'aide de ma mère, je l'ai franchi et la parole s'est libérée auprès de psychologues. Et le sac à dos qui était hyper lourd à porter, et ben, je l'ai posé un petit peu et on a mis des mots sur ce que je vivais. Et ça m'a aidé à comprendre que bah, c'était bien de la violence, que c'était pas normal et qu'il fallait commencer à réfléchir à partir en fait. Et en parallèle, j'avais le corps qui lâchait. Je me suis mise à avoir des problèmes de santé, des problèmes de thyroïde. J'étais enceinte, j'ai fait une fracture de fatigue, le pied qui se casse sans rien. Et donc, fallait partir. C'était ma survie qui était en jeu et celle de mon bébé aussi, parce que je sentais que j'avais des contractions, que fallait que je reste. Les médecins me disaient de rester alitée, donc fallait sauver tout ça. Votre corps vous disait stop, Mm. vous aviez enfin un soutien familial parce que vous en avez parlé, Mm. et le soutien associatif. Ça vous a beaucoup aidé, j'imagine. Oui, ça m'a aidée parce que j'arrivais avec en fait des histoires du quotidien. Dire voilà, il s'est passé ça. Ben, ce que vous expliquez, la phase de lune de miel, je connaissais pas, mais je voyais qu'il s'énervait et qu'après il essayait de se racheter et puis qu'après il se mettait à, à pleurer, à m'expliquer que c'était pas de sa faute et puis que c'était voilà. Et Sonia de l'association, elle m'a aidé à comprendre que c'était tout un processus de violence conjugale qui s'était mis dans mon couple et qu'il n'y aurait pas d'issue. Je me souviens, elle avait eu une phrase en me disant que j'étais sa poubelle et que c'était quelqu'un qui, quand il avait un trop-plein d'émotions, un trop-plein de colère, un trop-plein, fallait qu'il trouve le moyen de le mettre sur quelqu'un parce qu'il ne savait pas le gérer. Et donc ce quelqu'un, c'était moi, et que j'étais sa poubelle, et que quoi qu'il arrive, de toute façon, même si je l'étais pour rien, je serais tout le temps la fautive. Et ça m'a aidé à le comprendre et à me dire que, en fait, en plus, enfin, dans tout le processus de violence conjugale, si vous voulez, il franchit des étapes. Au début, c'est une crise d'énervement. Et puis après, il va y mettre les injures. Et après, il va y mettre un coup dans la porte. Et puis après, il va se mettre à hurler des heures durant en se mettant à 20 cm de votre visage avec des gestes d'agressivité. Après, il va y avoir le coup perdu. Et en fait, à chaque fois, vous pardonnez, mais quelquefois, à chaque fois, vous lui donnez le signal qu'il peut encore aller plus loin. Puisque c'est comme un enfant à qui on met jamais de limites. Et, euh, et ça, Sonia, l'association m'a aidé à comprendre que, qu'il avait plus de limites, en fait. Et que plus je pardonnais, plus je lui donnais le signal qu'il pouvait continuer. Et que les violences psychologiques, un jour, allaient devenir des violences physiques régulières. J'ai l'impression que là où vous aviez une capacité d'empathie assez importante, l'auteur, donc votre ex-mari, en avait très peu, si ce n'est pas du tout, d'empathie. Il était totalement tourné sur lui. Il m'expliquait en permanence qu'il avait grandi dans une
famille non aimante, avec une mère très froide, une haine avec ses frères et sœurs, et que c'était ça qui l'avait fait devenir comme ça, et il se mettait à pleurer, et tout était en permanence tourné sur lui. Mais non, il n'y avait pas d'empathie. De toute façon, j'étais rien, et, et j'étais coupable de tout. Je me souviens d'une fois où il est parti se promener avec ma fille, et ma fille a eu une chute, j'étais pas là. Et c'était de ma faute parce que j'étais pas là et qu'il pouvait pas gérer et les courses et ma fille qui courait et que c'était pas. Et donc j'étais de toute façon coupable de tout, même quand j'étais pas là, c'était de ma faute. Vous avez donc parlé de la situation à votre entourage familial, à vos parents notamment. Est-ce que vous avez aussi osé en parler à vos amis ou alors à votre entourage professionnel? Alors l'entourage amical, beaucoup s'en étaient rendu compte. Dans les rencontres avec les amis, il arrivait plus à se contenir. Au bout d'un moment, dès que je faisais quelque chose, il soupirait. Enfin, il allait expliquer que si ma fille dormait pas, c'était de ma faute parce que la mère laxiste, c'était moi. Il allait me rabaisser devant mes proches et les gens s'en rendaient compte. Et des fois, essayer de lui dire, et puis ça marchait pas. Et au bout d'un certain temps, je pense que ça devenait un peu insupportable pour eux d'assister à ça, et ils s'éloignaient. Et les rencontres, ben, on en avait marre d'être avec lui, avec ses crises d'énervement, et ben, on venait moins nous voir. Sauf que ben, pour moi, les rencontres avec les amis, ben, c'était important parce que c'était le moment où j'étais plus seule, et on a perdu beaucoup de monde comme ça. Est-ce qu'il y avait une stratégie implicite d'isolement dans ces comportements? Je pense, oui. Je l'ai beaucoup vécu avec la famille, où ils supportaient plus ma famille, et on pouvait plus y partir en vacances, on pouvait plus aller les voir, tout était énervement dès qu'on les voyait, et il faisait tout pour plus les voir. Sur la fin, il essayait aussi de m'expliquer qu'il fallait qu'on parte à l'international. Il voulait absolument prendre un travail à l'étranger. Et alors là, je perdais tout. J'avais plus de travail, j'avais plus de mes parents, j'avais plus ma sœur, mes amis, j'avais plus personne. Et j'aurais été dans un isolement complet. Comment vous avez vécu cet isolement vis-à-vis de votre famille ou encore de vos amis? Bah, je me sentais seule, vraiment seule. La chose que j'avais par contre et qui me sauvait, c'était le travail. Parce que j'avais cette bulle, plusieurs heures par jour, où j'étais au travail, il n'était pas là, et où je faisais quelque chose qui me plaisait, où j'étais reconnue, où j'étais valorisée, où on me disait que c'était bien, et quelque part ça m'empêchait de me noyer. Parce que ce que j'avais à la maison, eh ben, j'avais le contrepoids au travail. Et rentrer à la maison, c'était pour ma fille, que je rentrais à la maison, mais toujours avec la peur au ventre et en me disant qu'est-ce qui va se passer ce soir, quoi. En tout cas, le vecteur d'estime de soi, il était au travail, c'est sûr qu'il n'était pas à la maison. Il était au travail, oui. Vous en avez parlé au travail de votre situation? Pendant, pendant les violences, non. J'ai commencé à en parler au travail quand je suis partie, en fait. Et à mi-mot, quelque part. Parce qu'il y a une honte. Au travail, j'étais valorisée, j'étais considérée comme quelqu'un de performant. Et j'avais pas forcément envie de dire que ça se passait mal à la maison et d'avoir ce regard sur moi. Et puis, quand, euh, quand je suis partie, j'étais en congé maternité. Il a fallu expliquer que j'allais pas pouvoir rentrer tout de suite congé maternité parce que bah, j'avais plus de chez moi, j'avais mes deux enfants, enfin j'avais ma fille et mon enfant qui venait juste de naître, et que j'avais tout à refaire. Je devais me rentrer dans une bataille judiciaire qui est lourde en plus. J'ai pas dit ce que je vivais à la maison, mais parce que je vivais au quotidien, ils ont compris. Et donc là, j'ai eu de la bienveillance, énormément de bienveillance. De la part des collègues ou vous en avez aussi parlé au manager, à la De la RH ou à part d'autres services? des collègues, j'ai eu énormément de bienveillance. J'en ai parlé à mon supérieur, parce que je lui ai dit, et je l'ai appelé en lui expliquant, je ne peux pas revenir, je suis en train de me séparer. Donc, quand vous dites que vous venez d'accoucher et que vous venez vous séparer, c'est qu'il y a un problème. Donc je lui ai dit que ça n'allait plus et que j'étais obligée de partir. Et à l'époque, ce qui se passait en plus, c'était que je devais revenir et je devais avoir
un changement de poste. Et donc j'ai dû dire que je le sentais plus, ce changement de poste, parce que je perdais tout à la maison. Je devais m'occuper de mes enfants euh, seule, et que j'avais besoin encore de ma bulle de confort au travail, et de retrouver en fait ce que je savais faire, et là où j'étais valorisée, et là où on me disait que c'était bien. Une stabilité émotionnelle, en somme. Oui, je pouvais pas, je me sentais pas capable de repartir sur tous les fronts. Fallait que celui-là reste stable. Et là, en fait, le manager de mon ancien poste et celui de mon futur poste, ont fait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'ils m'ont dit: Mélanie, on te donne 1 an. On va prendre un consultant qui va prendre ton poste, qui va le faire, le nouveau poste en attendant, et on te donne le temps. Et ça a été d'une aide incroyable. Parce que pendant 1 an, je retrouvais les collègues que j'aimais bien et qui, quand il fallait partir pour une expertise psychologique, une enquête sociale ou devant le tribunal, ils me tapaient la main sur l'épaule en disant: t'y vas, tu vas y réussir, quoi, tu vas y arriver. Est-ce que vous savez si maintenant votre entreprise met en place des dispositifs pour accompagner ces situations-ci? J'ai vu qu'elle mettait en place, avec le confinement, on a eu énormément de communication sur les violences faites aux femmes. Si une salariée veut déclencher une alerte, veut aller voir, ça, des psychologues, c'est mis à disposition de l'entreprise. Ensuite, il y a une procédure. Je ne sais pas si dans mon cas, elle a été déclenchée par mon manager, et j'ai pas posé la question. Mon manager a la possibilité de faire un signalement comme étant une employée à risque psychosocial, et que ça donne l'objet d'un accompagnement au sein de l'entreprise. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que le monde du travail se saisisse du sujet des violences conjugales? Euh, oui, puisque moi, l'entreprise, c'était ma zone de confort. De toute façon, quelle que soit l'instance où on aide quelqu'un, que ce soit la sphère privée ou la sphère professionnelle, il faut aider. Donc il faut se saisir de chaque instant. Donc si ça passe pour l'entreprise, c'est forcément une bonne chose. Euh, Quand on vit ça vers le chemin du départ, il faut qu'il y ait une multitude de petits déclics et de d'interlocuteurs qui vont vous dire que ce que vous vivez n'est pas normal et qu'il faut partir. La sphère professionnelle, si elle est un de ces interlocuteurs, c'est forcément quelque chose de positif. Ah, vous êtes passé d'une situation où il n'y avait pas de soutien parce que vous n'en parliez pas, vous étiez radicalement isolé, à tout l'inverse, le soutien de vos collègues, de votre responsable ou de votre entourage familial, personnel plus largement. Oui, dès qu'en fait on a peur de ne pas l'avoir, ce soutien, en fait on a honte, et 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 euh, et il y a un poids de la société où quelque part euh, on n'a pas le droit d'être faible, et être victime de violence, c'est se montrer en position de faiblesse. Et donc on a vraiment honte, et au final les gens sont bienveillants. Et, euh, et, et, et les gens ont tous été là. J'ai eu énormément d'écoute. Il y a eu l'association, il y a eu ma famille, il y a eu les amis, il y a eu le travail, il y a même eu les voisins qui entendaient, qui savaient ce qui se passait et qui disaient rien, qui, quand quand il y a eu la séparation, sont venus vers moi, et m'ont même aidé en m'apportant des témoignages. Donc j'ai eu énormément de soutien. Alors justement, vous avez engagé des procédures judiciaires, j'ai l'impression. Comment ça s'est passé? Dans quel ordre? Dans un premier temps, je n'ai pas déposé de plainte. J'avais pas compris que c'était des violences psychologiques. Et ça s'est passé avec l'association. Et l'association m'a amené vers l'idée de partir et de divorcer, avec en commun ma mère, enfin mes parents, et on m'a mis en contact avec une avocate. Et là, en fait, j'ai voulu entamer une séparation avec une procédure d'urgence. Et j'étais partie de chez moi. Et là, l'avocate m'a dit que... Donc j'étais partie avec ma fille et mon enfant qui venait de naître. Et mon avocate m'a dit que si j'étais plus chez moi, en fait, j'arriverais plus à retrouver mon domicile. Et en étant plus chez moi, en plus, ma fille était déscolarisée parce que je me retrouvais éloignée de mon domicile chez mes parents. Et ils m'avaient bloquée en s'opposant à un certificat de radiation pour que je change d'école ma fille. Donc il fallait retourner à la maison là-dedans. Et j'y suis retournée.
Et là, en fait, c'était une poudrière où les violences qui étaient psychologiques sont devenues physiques. Sur les premières violences, je suis partie me réfugier chez une voisine et avec mes enfants. Et je suis partie au commissariat. Dans un premier temps, signaler mon départ, dire je pars et raconter. Et là, le policier m'a dit, mais madame, ce que vous me racontez, c'est pas une main courante qui va signaler votre départ, c'est un dépôt de plainte pour des violences. On m'a envoyé aux UMJ, Les UMJ? les unités médico-judiciaires constatées. Donc on m'a donné une incapacité temporaire de travail en certifiant des violences. Et donc là, il n'était plus question de retourner à la maison. Donc avec l'avocate, on a lancé une ordonnance de protection qui a constaté toutes les violences psychologiques. Ce que j'avais de la chance dans mon dossier, c'est qu'il s'excusait énormément. Par mail, par texto, il m'envoyait des messages en me disant je suis impardonnable, je vais essayer de... Et donc elle a constaté les presque 10 années de violences psychologiques et les violences physiques. Vous avez consulté un médecin? Oui, enfin j'ai consulté le médecin des UMJ, Ok. qui vous donne une incapacité temporaire de travail j'avais eu 7 jours, il me semble de mémoire. Et on a été déboutés de l'ordonnance de protection, puisque à l'époque, donc c'était avant le mouvement MeToo, c'était en 2015, ce qui était dit par le tribunal de Créteil, c'est que dans la mesure où je n'étais plus chez moi, au sein du domicile et en contact immédiat avec mon ex-mari, il n'y avait plus de danger immédiat. Et donc là, on m'a donné la garde de mes enfants. Il n'avait plus le droit de les voir autrement qu'au domicile de mes parents, un samedi sur 2, et de ses parents un autre samedi sur 2. Hein. Et on m'a redonné mon domicile. Et voilà. En parallèle, ce qui s'est passé aussi, c'est que je faisais suivre ma fille qui avait 3 ans par une pédopsychiatre qui a déclenché un signalement au vu de ce que Élise lui retranscrivait de ce qui se passait à la maison. Et donc, il y a eu une procédure qui a été lancée par le département, il me semble. Et alors là, quand c'est comme ça, vous êtes raflés tous les deux. C'est que lui était vu et moi également avec ma fille. Il a été décidé de mettre en place une procédure d'accompagnement parental. Mais faute de moyens, en fait, il n'y a jamais rien eu. Et ma plainte, elle a donné lieu à un non-lieu. À l'époque, le commissariat m'a appelé en me disant « Mais vous avez eu votre ordonnance de non-conciliation, vous n'avez pas besoin de plus. » Mais l'ordonnance de non-conciliation, c'était pour les enfants, c'était pas pour moi. Et moi, j'avais besoin qu'on lui dise et que ce qu'il m'avait fait, c'était mal et d'être reconnue dans mon statut de victime. J'aurais eu besoin que cette plainte, elle donne pas lieu à... qu'elle n'aboutisse pas à un non-lieu. Comment vos enfants ont vécu la situation? J'imagine que vous aviez plus d'importance dans leur éducation et un rôle de protection. Oui. Élise, quand on s'est séparés, elle avait à peine 3 ans. Et elle a vu beaucoup, beaucoup de choses, trop de choses. Et en fait, ma fille, elle avait compris que si elle était là, son père s'énervait moins sur sa mère. Et donc, c'était une enfant qui faisait tout coller à maman. Elle prenait son pot en le mettant à ses pieds et en le faisant à mes pieds. Elle refusait de dormir, elle était tout le temps là. Et ça, c'était pas son rôle, petite mère. Et c'est pour ça que j'ai voulu mettre en place le suivi par une pédopsychiatre auquel il s'est opposé. Et ça l'a énormément marqué. Malo, il était bébé, il l'a pas senti. Il l'a pas vu. En tout cas, désormais, maintenant, il y a du recul vis-à-vis de la situation de la part de vos enfants, j'imagine. Élise, elle a connu ces violences-là. Et son père est moins dans la relation de séduction avec elle parce qu'il sait qu'elle sait. Donc il
il est moins présent avec elle. Il n'hésite pas à lui dire des choses un peu plus dures, sur, physiquement: «Bah, là, t'as pris du bidou» ou «Qu'est-ce que c'est?» Élise, elle est brillante à l'école. La semaine dernière, elle a eu une note un peu moins bien. Bah, il a appelé pour la note un peu moins bien, mais il appelle pas pour les bonnes notes. Donc il est plus dans ce comportement-là et donc Élise, elle est en souffrance par rapport à ça et c'est une enfant, bah, comme n'importe quel enfant, elle aimerait bien que son papa, il l'aime et donc elle fait le dos rond. Alors justement, de façon plus générale, comment se passe le travail de reconstruction après une expérience finalement si traumatique? Heu, il est long, il est très long, il est toujours pas fini. J'ai eu la chance de refaire ma vie et de vivre une relation normale, où quand on a une conversation, on peut exprimer son avis, on peut faire des choses, entreprendre des choses sans que sans que ça pose question et d'avoir une relation apaisée et simple. Une relation amoureuse, elle doit être simple. Et donc, votre compagnon, ça doit être un soutien. Ça doit pas être quelqu'un qui vous plombe. Donc j'ai reconstruit ma vie avec ce compagnon. J'ai même eu 2 autres enfants et donc ma sphère personnelle aujourd'hui, elle évolue dans quelque chose de beaucoup plus posé et de beaucoup plus simple et je suis apaisée et voilà. À part, le lien avec, mon ex-mari est pas coupé et de temps en temps, il y a des crises, mais j'ai le soutien de proches, de mon compagnon et je suis plus solide sur mes 2 pieds et je sais que c'est pas normal et ce qu'il fait, c'est pas normal. Donc ça, déjà, c'est un 1er travail de reconstruction. J'ai aussi énormément de mal à gérer encore aujourd'hui les conflits, les personnes qui s'énervent. Voilà. Quand c'est au niveau professionnel, si je travaille avec quelqu'un qui va véhiculer du stress, qui va s'énerver, je ne sais pas le gérer. Et ça, j'ai pas pris le temps, mais très certainement qu'il faudrait que je me fasse suivre encore. En tout cas, vous l'avez identifié comme tel, c'est déjà un travail énorme. Bah, je le vois parce que, enfin, je, je perds pied tout de suite. J'ai une dernière question pour finir. Si vous deviez donner un conseil à une personne qui, comme vous, a été victime de violences conjugales, quel serait-il? De parler, d'oser parler. En parlant, on se rendra compte que il n'y a pas de honte à avoir et que il y a une multitude de personnes qui vont être là pour vous aider. En fait, dès que la parole s'est libérée, alors moi, ça a été auprès de mes parents, on m'a amené vers une multitude d'interlocuteurs, spécialistes de ce sujet-là ou non. Et en fait, tout a été plus simple. Tout d'un coup, j'étais plus seule avec le poids du quotidien, avec la peur. J'avais des gens qui étaient là pour m'aider et pour faire avec moi. Et j'avais vraiment, enfin, cette épaule, c'est ça. J'avais une épaule. Et ça, c'est hyper important de parler, de jamais enfin, de jamais s'isoler, de rompre l'isolement. C'est quelque chose d'hyper important. Moi, quelque part, de temps en temps, j'avais l'impression, vous savez, d'être en train de me noyer, de couler. Et en fait, les amis, le travail, où on me disait que c'était bien, bah, quelque part, c'était mes brassards, quoi. C'était ce qui m'empêchait de couler. Donc, ne pas s'isoler, ne pas abandonner un travail, ne pas devenir dépendante à 100% de cette personne qui est nocive et qui va vous bouffer. Merci beaucoup Mélanie pour votre témoignage qui est vraiment courageux. Je pense qu'il est une source d'espoir pour beaucoup de personnes et d'inspiration. Vous avez rappelé l'importance de se faire accompagner par des associations qui font un travail absolument formidable. Rappelons aussi que dans des situations plus urgentes, il y a les services de police et de gendarmerie qui peuvent aider et qui peuvent permettre d'enclencher des procédures judiciaires. Finalement, je retiendrai comme message principal dans votre discours de parler.
de ne pas rester seul, de s'entourer, d'en parler à sa famille, à ses collègues, même au travail. Parce que ça permet finalement de rompre l'isolement qui est l'un des mécanismes essentiels dans les violences conjugales. Merci encore pour votre intervention.